Abdou Johar, Bonjour. vous êtes doctorant en sciences du langage. Vous venez de publier aux éditions G d'encre un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes dont le titre lui-même renvoie, accème déjà le contenu. Il s'agit, vous parlez dans ce livre, de douleur et de nostalgie. Douleur parce que tout ce que vous décriviez ici, ce sont des bonheurs enfouis. Ce sont des bonheurs enfouis, des petites misères, des pertes de valeurs, mais en même temps aussi un cri d'espoir, révolte, mais l'espoir quand même est là. Alors, est-ce que vous me permettez, Abdou Johar, de vous poser la question, pourquoi donc aujourd'hui vous avez décidé d'écrire votre livre, euh, de choisir le genre poétique? Merci de m'avoir posé cette question. Je crois qu'elle est pertinente parce qu'en fait, écrire ce livre, c'est un rêve de longue date. Euh, je pense que j'ai commencé à écrire pas mal de poèmes quand j'étais au collège. Donc, mais finalement, j'ai décidé quand même de sortir ce livre. Et j'ai choisi le genre poétique, c'est juste parce que vous savez que la poésie ou le genre poétique, c'est un champ libre et dans lequel voilà, on exprime librement ses émotions, ses émotions. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi écrire d'abord un recueil de poésie au lieu d'un roman. D'abord, l'incipit. L'incipit, c'est quand même là exactement où on trouve la profondeur de votre écriture, de votre plume. L'incipit nous dit un jour tout sera bien. Voilà, voilà, voilà notre espérance. Alors, c'est ça, c'est que on vit dans un monde bien sûr de perte de valeurs, de dénonciation de désespérance, et vous indiquez, vous insistez à votre lecteur d'avoir quand même un seul mot, un seul espoir, l'espérance. Est-ce que votre pensée ou votre euh, idée qui vous a conduit d'abord d'écrire le livre, c'est d'abord donner un peu d'espoir à ce monde un peu désespérant? Oui, je réponds juste par dire qu'on doit se contenter d'une expression dite par un écrivain français qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui dit que le désespoir est un attentat de l'homme contre lui-même. Donc moi, je pense qu'en fait, pour parvenir au, euh, ou pour vraiment vivre heureux, moi, je pense franchement qu'on ne doit pas vraiment être pessimiste dans la vie. Il faut toujours avoir de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir. Donc, et quand je dis qu'on ne peut pas être pessimiste, donc on ne peut pas être vraiment totalement optimiste, mais on ne faut pas se désespérer dans la vie. Il Et faut pas pour ne vraiment. pas laisser dans le désespoir vos lecteurs, vous donnez quelques éléments de clé, d'ouverture. Alors voici le premier poème, Nostalgie. Je sens à toi, ô ma terre natale, je pense aux caresses de ton climat tempéré. De loin m'abreuva de tes eaux si douces. Je ferme les yeux et vois germer dans ta fertilité les milliers de fleurs qui embaument l'arc-en-ciel de chez nous. Je ne peux rien oublier. Des arbres flamboyants soufflant douceur et les cache-casiers apportent saison récolte. Et ces mélodies discrètes mélangées avec l'harmonie tranquille des oiseaux ont bien que sauvages font oublier les douleurs de l'âme. Là, ce sont les clés pour vous. Vous invoquez le paysage, le climat, la couleur du pays. Vous pensez, Abdou Dioha, qu'avec ces éléments-là, c'est important pour une identité épanouie, non désespérante, non fataliste? Oui, parce que vous savez très bien que quand on a quitté le pays, il y a toujours une espèce de nostalgie qui colle à la pointe de l'âme. Donc, et j'étais aussi, je me suis trouvé dans l'obligation aussi de chanter la beauté de notre pays et une beauté qui s'explique par sa nature généreuse, et qui s'explique aussi de son climat doux et calme, parce que, en fait, comment, bon, je partage quand même cette opinion que euh, le soleil caresse, la pluie donne espoir. Donc on a un très bon pays
J'ai chanté quand même ces 1000 fleurs qui embaument aussi les 4 îles de l'archipel des Comores. Donc voilà, et j'évoque cette espèce de nostalgie, voilà, pour dire aux gens, voilà, pour faire connaître quand même notre pays et aussi la beauté de notre pays. Dans votre livre, c'est Oui. un livre, on a dit bien, vous l'avez bien confirmé, c'est un recueil de poèmes. Un recueil de poèmes, bien sûr, s'inscrit dans une quête d'intimité, une expression en tout cas intime, des idées intimes de déception amoureuse. Est-ce que, Abdou Djouhar, vous pensez que parfois, quand les choses vont mal, quand la vie est difficile, quand le monde est désespérant, vous pensez que la plume aide à se livrer? Est-ce que ce livret, par le biais ou à travers un livre, peut donner une liberté déjà perdue? Oui, une liberté, oui, je suis d'accord parce qu'en fait, on écrit d'abord pour défendre ses idées, pour exprimer ses émotions. Donc, et en écrivant, donc on digère, on digère. Donc ça permet quand même de digérer. Et ça diminue quand même la douleur, parce qu'en fait, tu l'as fait partager, en fait. Donc, et une fois qu'on écrit, donc on arrive à oublier quand même une espèce de douleur qui borde toujours le corps de l'âme. Donc, et voilà, je réponds par dire que oui, écrire, ça aide quand même à digérer, à Donc, respirer. en tout cas, à une fonction thérapeutique. Oui, Oui. tout à fait, tout à fait. Vous partez des Comores, votre pays d'origine, et puis vous voyagez votre lecteur vers les États-Unis, vers Obama. En même temps, vous revenez à votre vie intime, et puis vous repartez encore vers le climat. Donc, alors, votre livre, quand même, est-ce que donc toute cette poursuite, cette trajectoire scripturale, donc conduit à dire que, eh bien, maintenant, l'homme, l'individu, qu'il soit insulaire, donc venant des îles, doit quand même être attentif aux idées mondiales. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il est temps que nos écrits soient universels, d'abord. Euh, et je suis de ceux qui pensent qu'un écrivain doit avoir des yeux tournés vers lui-même, mais aussi vers le monde dans lequel il vit. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis trouvé dans l'obligation d'aborder ou d'évoquer plusieurs sujets ou thèmes qui sont variés et aussi intimistes, hein. Parce que moi, je n'écris pas uniquement pour les Comoriens, mais pour le monde entier. Donc, voilà, c'est, vous avez évoqué ça, donc c'est tout à fait normal qu'on écrit une poésie universelle, parce que ça va inciter tout le monde à lire le livre. C'est une façon de transgresser les frontières symboliques, mentales peut-être. Mental, oui, 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 tout à fait, parce qu'il faut parce que souvent on se focalise, on ne parle que de la littérature par exemple, de son pays, et cela n'est pas, c'est pas une idée vraiment qui sera partagée par tout le monde. Donc il faut qu'on écrive une chose qui semble intéressant bon, par exemple, je parlais de la guerre de Bagdad, hein, je parlais de la guerre de Bagdad, je parlais aussi de la victoire de Barack Obama. Oui, tout à fait. Voilà, et je crois que ça va intéresser aussi quand même les Américains à lire le livre, ça va intéresser aussi Donc c'est un livre d'approche universelle. universel, tout à fait. Prière, va, je te dépêche en cette nuit d'hiver, où l'audace de son silence affirme ton existence. Certes tu m'entends, certes tu me vois, seul mal à l'aise replié sur cette terre immonde contre mon monde, de tes odeurs qui s'en vont vers les cieux. Prière, va, dépêche-toi de traverser le pays à arbre du voyageur, de t'asseoir sur la cime de sa nature brute, de souffler un vent de réforme dans toutes tes demeures, dans toutes les demeures, où des innocences victimes d'un système réclament le bonheur, de réveiller la sagesse et la vigilance qui telle taise, de renaître l'harmonie étant en attente.
entre ceux qui se disputent pour leur ennemi public. Vous, au-delà de la dimension poétique de la prose, des mots doux qui accompagnent, qui apaisent, qui soulagent, il y a aussi quand même d'autres dimensions. Vous n'êtes pas en accord complet avec Finkielkraut, qui, en écrivant Un cœur intelligent, lui, il pense, quand il est dans un monde d'insouciance, que seule la littérature peut apporter des réponses. Vous ne arrêtiez pas du tout dans l'approche littéraire comme seul élément, comme seule activité capable d'apporter des réponses dans un monde déserté, dans un monde d'angoisse, de terreur, de frayeur. Mais vous pensez aussi que la dimension spirituelle peut, comme la littérature, peut-être plus que la littérature, apporter des éléments thérapeutiques. Oui, oui, c'est tout à fait normal parce qu'on est quand même de croyants et on croit en Dieu. Donc, et il est toujours, voilà, je suis musulman et je suis obligé de dire ça. Allah, il est avec nous et que les gens, bon, on est, comme tu viens de le dire, on est dans un monde gangréné par toutes les maladies, en fait. Quand je dis toutes les maladies, on est dans un monde gangréné par des mensonges, l'hypocrisie, le favoritisme, la corruption, tout ça. Donc, et que les gens n'arrivent pas vraiment à trouver une solution efficace contre toutes ces maladies. Donc, il fallait qu'on lève les mains pour solliciter, pour formuler une prière. Et comme Dieu, il est toujours avec nous, il nous aime, donc voilà, et je crois qu'avec ça, donc on va quand même, il va nous répondre positivement, pas forcément, il n'est pas sûr, bien sûr, et cela dépend bien sûr de la sincérité de notre foi, donc, mais j'ai formé cette prière, voilà, pour solliciter l'aide divine, parce que, voilà, parce que la littérature toute seule ne suffit pas. La littérature, elle seule, ne suffit pas, d'apporter une solution au monde. Une solution au monde. Alors là, justement, puisque la littérature ne suffit pas, la prière suffit. Mais il y a une chose importante qu'on trouve dans votre livre. Vous invoquez, vous rappelez, peut-être une certaine façon de dire que ce monde manque quelque chose. Manque quelque chose, c'est que la profanation de nos morts. Vous parlez d'un certain héritage, quand même, qu'on ne peut pas, en tout cas quand on lit les livres et qu'on essaie peut-être de relire entre les lignes, on trouve cette idée de gouvernement des morts, que nous devons quand même nous renouer avec nos morts. Pensez que vraiment l'héritage est important dans un monde où tout le temps à oublier les traditions, à oublier les héritages, à oublier les ancêtres, nos morts, nos legs. Vous pensez que l'intérêt peut-être, ou le rôle de l'écrivain, c'est essayer de rendre plus important cette idée de gouvernement des morts. Gouvernement des morts, oui. Je crois que le rôle d'écrivain, d'abord, c'est de faire connaître aux gens que voilà, on est dans une situation, voilà, dans une situation dégoûtante, donc il fallait qu'on change, voilà, tel comportement. Il fallait quand même qu'on tourne, voilà, la page, voilà, pour essayer de renouer avec voilà, notre héritage. Voilà. Et vous donnez l'exemple parce que vous avez dédié dans ce recueil à vos parents pour dire que, voilà, nous devons quelque chose à nos ancêtres, nous devons quelque chose à ceux qui sont morts, pour nous, pour la patrie, pour ce monde qui ont construit. Parce que pour construire ce monde, pour construire notre patrie, pour construire notre nation, eh bien, nous devons quand même renouer avec le passé pour aller vers l'avenir. Oui, parce qu'on ne peut pas oublier ceux qui sont morts, sinon, parce qu'en fait, ceux qui sont morts sont encore vivants. Vous voyez, ici en France, souvent on voit le nom de Victor Hugo, Montesquieu, Diderot. Tout ça, ce sont des gens qui sont déjà morts, ça fait longtemps, mais en fait, ils sont toujours avec nous. Pourquoi? Parce que leur nom coule dans nos livres, dans les pages de noms.
des non-livres. Donc, il ne faut pas qu'on oublie ceux qui sont morts, parce qu'en fait, ils ont fait quand même l'histoire, ils ont fait aussi beaucoup de choses inoubliables et qui restaient toujours gravées dans nos mémoires. Donc, c'est la raison pour laquelle je... Mais le paradoxe, Abdou Johar, c'est que vous invoquez le gouvernement de mort, l'inscription à l'idée de ce que on doit quelque chose à ceux qui ont été, à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui nous ont dévancés. Mais en même temps, vous invoquez un grand mariage dont on sait que ça fait partie, en tout cas dans le discours de tenant de cette tradition, ça fait partie du gouvernement des non-morts, c'est un legs. Mais vous direz le contraire, vous direz qu'on ne sait même pas d'où ça vient, tout cela. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Oui, le paradoxe mais pas pareil en fait, parce que le thème que j'évoquais, bon, le thème de la mort n'est pas synonyme du thème de la tradition, parce qu'en fait, là, je parlais du grand mariage, parce que vous voyez que les grands mariages, donc là, c'est une coutume qui hante les esprits et voilà, qui nous conduit à vivre une situation vraiment dégoûtante et insupportable. Donc, voilà, je me suis posé juste cette question. Donc voilà, c'est pas parce que je ne sais pas d'où vient ce grand mariage, mais je m'interroge en fait sur ça. Vous vous interrogez. Est-ce que vous vous interrogez parce que tout simplement, vous qui parlez de la liberté, vous pensez que ce système muselle un peu la liberté et enchaîne un peu l'individu? Oui, parce qu'en fait, c'est embêtant. C'est embêtant, en fait. Il fallait, bon, là, je hurle ma douleur. Je hurle ma douleur par rapport à ça, par rapport à ce que nous vivons. Parce qu'il est temps, c'est vrai que c'est notre coutume, mais il est temps qu'on la modernise, qu'on la rectifie pour que les choses vont dans le bon sens. C'est de là où part votre douleur. Oui. Merci. Parce qu'en fait, la douleur est à la fois morale et physique. Hein. En fait, le thème de la douleur, bon, il est pluriel. Donc, la douleur est à la fois physique et aussi morale. Un livre intéressant de Abdou Johar, Douleur et nostalgie. C'est un recueil de poèmes publié aux éditions Jet d'encre à Paris. Merci beaucoup. Merci.